Bonsoir à tous. Deux lettres suffisent pour faire trembler le monde. Changement irréversible. Nous sommes sur un scalator, pas de choix. Mais sommes-nous prêts? Ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle est considérée comme un jeu et pourtant l'enjeu est énorme. Changement, bouleversement, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Nous en parlons aujourd'hui. IA dans BL. Docteur Adiba comme invité. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, merci de l'invitation. Vous êtes docteur en sciences cognitives, chef du département de philosophie à la FASTEV et récemment directeur de l'animation culture et scientifique de l'UQAD. Droit au but, faut-il avoir peur de l'IA? Non, il ne faut pas en avoir peur. C'est un outil se maîtrise. Donc, nous devons nous donner les moyens de maîtriser l'IA, mais nous ne devons pas en avoir peur. Et maîtriser ce que nous n'avons pas créé, est-ce possible? C'est des humains qui l'ont créé. Nous sommes des humains. Donc, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le maîtriser. Les Sénégalais, par exemple, nous. Les Sénégalais, vous allez à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a des gens qui travaillent sur l'IA, qui sont en train de créer des outils. Vous allez dans les endroits où se créent par exemple dans les grands centres mondiaux dans lesquels est en train de se développer l'IA, que ce soit à Google, OpenAI, etc. Il y a des chercheurs sénégalais, il y a des chercheurs africains qui travaillent dans ces domaines-là. Donc, il ne faut pas avoir un rapport d'étrangeté avec ces outils-là. C'est des outils qui nous sont totalement propres. Et actuellement, sommes-nous acteurs ou spectateurs de ce qui se passe dans l'IA? Si vous prenez l'université Cheikh Anta Diop, par exemple. Est-ce que l'université Cheikh Anta Diop est l'université leader en IA? Non. Est-ce qu'il y a des gens à l'université Cheikh Anta Diop qui travaillent sur l'IA et qui travaillent sur l'IA d'une manière aussi pointue que dans toutes les autres universités? Oui. Donc, nous sommes acteurs. Maintenant, le problème, c'est que le développement de l'IA ne se fait pas nécessairement dans les universités, il se fait par des grandes entreprises. OpenAI a commencé comme une fondation, c'est en train de devenir une entreprise. On a Google, on a Facebook, on a Meta, à qui Facebook appartient. On a Apple, on a Amazon. Toutes ces boîtes-là sont en train de mettre des milliards et des milliards sur l'intelligence artificielle et sont en train de développer ça. En Chine, le gouvernement surveille quand même ce qui se fait, mais dans le monde occidental, malheureusement, c'est fait par des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui gèrent les entreprises technologiques et qui ont des projets qui ne sont pas nécessairement bénéfiques pour l'humanité. Pourquoi dit-on alors ou bien que l'intelligence artificielle est dangereuse? Pourquoi elle est dangereuse? Elle est dangereuse en quel cas, par exemple? Je pense que comme tous les outils, l'intelligence artificielle en de mauvaises mains est dangereuse. Le problème je vais revenir au 19e siècle en fait. Jean Rostand a une fois dit la science a fait de nous des dieux avant que nous ne méritions d'être des hommes. Si vous regardez l'intelligence artificielle actuellement, nous sommes en train de développer des outils extraordinaires. Mais ces outils-là sont en train d'être entraînés, par exemple, sur un corpus qui est biaisé, qui est raciste, qui est sexiste, etc. Donc, nous sommes en train de créer une intelligence artificielle qui va être sexiste, raciste, donc qui est le reflet de la société occidentale actuelle, qui est colonialiste aussi, parce que vu la structure même de l'intelligence artificielle, par exemple, on a besoin de beaucoup d'eau pour développer l'IA, les Large Language Models. Et on a, par exemple, c'est Google qui est allé en Chili, qui a installé ses usines quelque part et qui capte l'eau des communautés. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme de nouveau colonialisme qui est en train d'arriver avec l'IA. Au Kenya, on a des travailleurs qui sont très mal payés, qui font des choses extrêmement traumatisantes pour eux-mêmes. Mais sans ce travail-là, en fait, l'intelligence artificielle ne peut pas fonctionner. Vous voyez, donc ce qui se passe à la Silicon Valley n'est possible que parce qu'il y a des gens au Kenya qui sont en train de faire un travail d'annotage et qui sont en train de regarder le pire du net, donc de la pornographie, de la violence, du racisme, etc. Et ils sont obligés de subir ça. Et ils sont très mal payés pour le faire. Donc c'est une forme de colonialisme mental et économique. Donc, mais en fait, vous voyez bien que tout ça, c'est le reflet de la structure du monde.
Donc, il n'y a pas une IA indépendante pour le moment qui serait différente de la structure du monde et qui serait dangereuse pour nous. Donc, ce qui est important, c'est que nous développions l'IA que nous voulons, c'est-à-dire que nos États investissent dans nos universités pour que nous développions l'IA dont nous avons besoin. Et l'IA que nous avons, qui se distille sur les réseaux sociaux, c'est l'IA qui nous distrait. Est-ce que ça, c'est dangereux, par exemple? Considérer l'IA comme une distraction, en faire une sorte de alter ego, discuter avec lui donner des informations, faire de l'IA une distraction. Est-ce que ça, c'est le niveau le plus élémentaire de l'utilisation de cet outil? C'est extrêmement dangereux. Il y a une étude qui vient de sortir, qui a été faite par le Media Lab du MIT. Et cette étude montre que si vous donnez un travail à faire à 3 personnes et que l'une des personnes n'utilise pas Google, l'autre utilise Google, la troisième utilise l'intelligence artificielle, les ChatGPT, ce genre d'outils. La personne qui a utilisé ChatGPT va produire un travail qui est moins créatif. Donc ça, c'est une première chose. Le travail qui va être produit va être moins créatif et plus il va utiliser ChatGPT, moins son travail va être créatif. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la personne qui a utilisé ChatGPT, des 3, elle va être celle qui est le moins capable, une semaine plus tard, de se rappeler le travail qu'elle avait fait. Troisième chose, si au bout de 3 semaines, 2-3 semaines, vous citez à la personne quelque chose qui vient de son travail, elle ne va pas reconnaître ça. Donc, ça veut dire que la facilité même que nous donne ChatGPT va entraîner une sorte de détérioration très rapide de nos capacités mentales. Donc, ça vient de sortir. C'est une détérioration très rapide de nos facultés mentales quand on utilise des outils comme ChatGPT que les étudiants utilisent parfois pour tricher dans les universités, malheureusement. Ça, c'est une chose. Autre chose qui est encore pire, c'est que, par exemple, dans certains outils permettent de créer des images réalistes et qui peuvent mettre en scène des personnes dans des positions assez, mettons, problématiques. Parlons un peu de l'université, mais avant l'université, l'école. L'IA est entre les mains des élèves. Absolument. Il faut avoir peur? Non. Pourquoi? Vous êtes parent d'élèves. Non, parents crient. Je suis enseignant, je suis formateur d'enseignants. Oui. Et forcément, puisque l'IA est dans les classes, moi-même, j'ai commencé à enseigner comment utiliser ça. Et une des choses que j'ai faites, que j'ai montré à mes étudiants, c'est que quel que soit l'outil que tu utilises, ce que ça demande comme travail en aval, c'est le même. Par exemple, supposons que vous demandiez à ChatGPT de vous produire un cours. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait en classe. Vous demandez à ChatGPT de vous produire un cours, ChatGPT va vous produire un cours. Première chose, le cours ne va pas être problématisé. Donc, ça va être un cours médiocre, mettons. Donc, ça va être un cours médiocre pour un philosophe qui est bien formé. C'est un cours qui est médiocre. Deuxièmement, vous prenez une citation. Les philosophes passent leur vie à citer leurs collègues pour les critiquer. Si vous demandez à ChatGPT qui a dit telle chose, il va miner l'Internet et il va vous sortir les occurrences de ça. Donc, il va vous dire que cette phrase a été dite par telle personne. Et justement, de manière assez fameuse dans le cours que j'ai fait, ChatGPT a dit à mes élèves que il n'y a rien dans l'esprit qui n'a été dans les sens. Ce qui est le credo de l'empirisme a été dit par Leibniz, parmi les gens auxquels ça a été attribué. Or, Leibniz est un rationaliste. Donc, si vous êtes philosophe, vous savez que Leibniz est un rationaliste. Mais effectivement, dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, Leibniz critique Locke. Et il cite cette phrase-là. Donc, il cite cette phrase pour la critiquer. Donc, du coup, quelqu'un qui fait un cours, s'il le veut, il peut faire faire le travail préalable par ChatGPT. Mais une fois qu'il a fait ça, s'il n'a pas la compétence de savoir quel philosophe est rationaliste, quel philosophe est empiriste, de savoir que les nouveaux essais sur l'entendement humain sont un livre qui critique
la thèse de Locke, les essais sur l'entendement humain de Locke, etc., il va prendre pour argent comptant ce que dit ChatGPT. C'est la même chose quand j'essaie de tricher, quand je suis un élève qui essaie de tricher avec des livres. Si je ne maîtrise pas le contexte, je ne pourrais pas bien tricher. Quand vous êtes un chercheur dans les sciences humaines, vous passez votre temps à lire des livres, à essayer de les comprendre et à citer les livres là où vous devez les citer. Ça, en fait, c'est différent du plagiaire. Le plagiaire aussi, il passe son temps à lire des livres, à prendre des citations, etc. Mais le plagiaire n'attribue pas. Et le plagiaire ne comprend pas le contexte. C'est ça la différence entre le chercheur et le plagiaire. Vous voyez, mise en contexte, discussion, honnêteté intellectuelle, etc. De même, ChatGPT est un outil qu'on peut utiliser, mais si on l'utilise, on doit l'utiliser en usant de toutes les ressources cognitives dont on dispose et qu'on est entraîné à avoir. Mais est-ce que les élèves peuvent faire ça? Ça, c'est un processus complexe. Très complexe. Je suis d'accord. Très complexe. Parce que les élèves veulent des résultats. Est-ce que le rôle d'un enseignant, c'est de dire à l'élève, tu ne vas pas utiliser ChatGPT, ou bien est-ce que le rôle d'un enseignant, c'est d'expliquer à l'élève comment, si tu utilises ChatGPT, comment tu peux l'utiliser efficacement? Mais même les enseignants sont dépassés. C'est pas normal que les enseignants soient dépassés. C'est le rôle des enseignants que d'apprendre. Un enseignant, c'est quelqu'un qui passe sa vie à apprendre pour enseigner. Donc, un enseignant, c'est pas quelqu'un qui dispose d'une connaissance toute faite et qui la transmet toute sa carrière. Nous ne pouvons pas enseigner actuellement de la même manière que nous enseignions avant. Nous ne pouvons pas enseigner de la même manière que nous enseignions il y a 10 ans. Est-ce qu'on s'adapte? Je ne pense pas. On devrait s'adapter. On ne le pense pas. Parce que la même méthodologie est adaptée. Par exemple, si vous prenez un enseignant de français, peut-être philosophie par curiosité, mais il se caparaçonne sur ce qu'on lui demande de faire. Est-ce qu'on lui demande de faire la même chose? Est-ce qu'on lui demande d'apprendre l'IA aux élèves? On lui demande d'apprendre aux élèves à analyser un texte. Oui. Maintenant, s'il est prof de français, on lui demande à apprendre aux élèves à analyser un texte. Analyser un texte il y a 30 ans, ce n'est pas la même chose qu'analyser un texte maintenant. Je veux dire, ce n'est pas la même chose qu'analyser un texte il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, il y a eu les ordinateurs, il y a eu Internet, etc. Analyser un texte en 2025, ce n'est pas la même chose qu'analyser un texte en 2015. Parce qu'entre 2015 et 2025, il y a eu l'intelligence artificielle. Donc, ça, en fait, la question qui se pose, c'est la question de la formation des enseignants. Il faut que les enseignants soient bien formés. Il faut que nous sachions que nous ayons des enseignants. C'est un impératif? C'est un impératif et malheureusement, le pays ne s'en occupe pas. Malheureusement, BL s'en occupe. On en parle de l'IA. Parlons des relations sociales. Sortons un peu des classes. La dangerosité serait que l'IA isole de plus en plus l'individu. Vous êtes d'accord ou pas? C'est vrai. C'est pas que l'IA, mais les réseaux sociaux en général et augmenter de l'IA. L'IA te permet de discuter avec un alter ego à qui tu poses des questions. Et j'ai lu récemment qu'il y a eu un cas de suicide parce que... Oui, il y a eu un cas de suicide parce qu'une personne malade a posé des questions à l'IA et l'IA a répondu d'une manière qui l'a rendue encore plus malade jusqu'au point qu'elle se suicide. Et en fait, même dans les cas heureux, supposons que cette personne-là ait eu l'impression que l'intelligence artificielle la rendait plus heureuse et donc ait passé son temps isolé avec une IA. On a des gens qui maintenant passent leur temps à discuter avec une machine virtuelle, ont des petites amies virtuelles ou des petits amis virtuels, ont un support émotionnel virtuel, etc. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que c'est Aristote qui disait que l'homme est par nature un animal politique. La politique, c'est pas seulement la gestion de la cité, en fait, c'est les relations humaines. Et quand on détruit les relations humaines, quand les hommes n'arrivent pas à construire des relations entre eux, c'est dangereux pour tout le monde et ça fait des sociétés qui sont malades. Et surtout, nous donnons des informations à un outil.
Non seulement nous donnons des informations à un outil, mais en fait, l'outil nous donne des informations qui sont biaisées. Ah oui. Oui, parce que si l'IA est entraînée sur quelque chose qui vient du passé, sur un corpus de texte, c'est en fonction de ce corpus de texte-là que l'IA nous répond. Donc, l'IA répond en analysant ce qu'il a déjà vu et en généralisant sur le passé. Mais rien ne dit que le futur devrait ressembler au passé. Donc, c'est un outil qui fondamentalement est conservateur. Donc, il est loin d'être performant. Il est performant dans la mesure où répondre, voilà, avec ses algorithmes. Il a des réponses. Oui. Il est dangereux dans la mesure où plus on lui fait confiance, moins on est capable de savoir quand ces réponses sont mauvaises. D'autant plus maintenant qu'il y a une sorte de familiarité. Parce que si l'IA répond sur la base, à partir de la base sur laquelle elle a été entraînée, ça veut dire que les réponses qu'elle va donner vont être des réponses plausibles. Donc, il faut de plus en plus d'expertise pour voir si cette réponse-là est vraie ou pas. Vous avez donné un mot, nommé un mot qui est important, la créativité. Et la créativité est transcendantale dans le domaine de l'art, de la philosophie, de l'écriture. Aujourd'hui, c'est difficile de faire confiance en un texte. Moi, ça, c'est un premier réflexe. C'est difficile maintenant de faire confiance, d'avoir foi en la créativité de l'être humain. Il y a pire. Regardez, vous êtes un journaliste et un très bon journaliste. Et vous êtes un journaliste qui a un style. Oui. L'IA est très bonne pour copier votre style. Donc, les gens qui ont un style, l'IA est bonne pour copier leur style. Donc, il y a quelques mois, il y a eu un procès d'artistes, de chanteurs et d'écrivains qui protestaient que l'IA, en fait, entraînée sur leurs œuvres, arrivait à produire des œuvres qui ressemblaient, qui étaient dans le style de ce qu'ils sont. Vous voyez. Donc, parce que le style est humain. Oui, et du coup, c'est le style et l'homme. Et l'homme, oui. Le style, c'est l'homme, comme dirait, je pense, c'est Flaubert, non? C'est ça. C'est Flaubert. Donc, du coup, ces artistes avaient l'impression d'être dépossédés d'eux-mêmes, d'être aliénés, pour parler philosophiquement. Et ça, c'est dangereux, c'est très problématique. Après, regardez, si vous êtes fan d'un musicien, souvent, Baaba Maal ou parfois, Baaba Maal va faire un album et quand vous êtes un fan, vous n'allez pas l'aimer parce que vous allez dire, mais ça, c'est pas Baaba Maal. Vous voyez? Ça, en fait, c'est la créativité artistique. C'est-à-dire que, et Baaba Maal l'a une fois dit, on lui disait, mais pourquoi vous faites des choses aussi nouvelles, novatrices, etc. Il disait, mais je suis un artiste et je veux créer. Je ne veux pas juste me contenter de refaire ce qui a été fait dans la région du fleuve. C'est important d'avoir ce patrimoine-là, mais c'est important en tant qu'humain de créer de la nouveauté. Et ça, pour l'instant, il n'y a que l'humain, en fait, qui est capable de le faire d'une manière qui a du sens pour nous. Donc, c'est aussi parce que c'est des questions de relations humaines. C'est pour ça que je parlais du fait qu'il était dangereux, même quand c'était heureux, que les gens se contentent de n'avoir de relation qu'avec l'intelligence artificielle. Oui, la créativité pose problème. Quand je vois un texte, je pense à l'IA. Et peut-être c'est un humain qui l'a écrit, mais on ne sait pas. Parlons un peu maintenant des choses positives. On l'a vu avec la médecine, hein, la capacité que l'IA a, par exemple, cancer du sein, à détecter précocement ce cancer-là. Et ça, on doit s'en approprier parce que là, ce sont des questions de survie, de vie, parce qu'on parle de cancer. Le cancer cancérise la vie. C'est pour ça que je disais au tout début que c'était un outil. C'est vraiment un outil. Il y a des gens qui travaillent sur ces domaines-là, ici, y compris à l'UQAD, et je vous invite à la conférence qu'on fera le 2 juillet. Le 2 juillet à l'UQAD, en prélude à une conférence plus technique sur la modélisation où on va parler maintenant des usages de l'IA en modélisation.
Et il y a à l'UQAD beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions-là. L'application de l'IA à l'agriculture, l'application de l'IA à la météorologie, l'application de l'IA à la médecine, donc au diagnostic, etc. Et c'est extrêmement important. Et il est heureux que des gens travaillent sur ces questions-là. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que la puissance financière n'est pas là-bas. C'est ça. Mais si vous prenez, par exemple, cette année, la personne qui a eu le prix Nobel de chimie, les personnes, c'est Demis Hassabis et Jumper. Et ils ont eu le prix Nobel de chimie parce qu'ils ont analysé la structure des 200 millions de protéines qui existent. Et ils ont mis ça au service de l'humanité. Donc, les industries pharmaceutiques, par exemple, utilisent ça actuellement, les universités utilisent ça, etc. Et Demis Hassabis dit que ce qu'ils ont fait, c'est l'équivalent d'1 milliard d'années de travail de chercheurs. Donc, l'intelligence artificielle DeepMind de Google a fait l'équivalent d'1 milliard d'années de travail d'êtres humains. Ça, c'est extrêmement important. Ouais. Mais une fois que tu as fait ça, c'est ce même outil qui a gagné le championnat du monde de jeu de Go, qui a battu le champion du monde de jeu de Go. Et une fois qu'ils ont battu le champion du monde de jeu de Go, ils se sont dit comment utiliser ça utilement et ils ont fait ça. Donc, ça veut dire que cet outil-là, tu peux l'utiliser pour faire la guerre, tu peux l'utiliser pour jouer aux échecs, battre le champion du monde d'échecs, etc. Tu peux l'utiliser pour faire de l'algorithmique, tu peux l'utiliser aussi pour faire de la chimie et avoir un prix Nobel de chimie. Ouais. Donc, vous voyez bien que c'est un outil, c'est ce que nous en faisons. Et donc, head the game, head the player, c'est ça. Exactement. Donc, du coup, c'est nous, en tant qu'humains, qui devons définir ce que nous faisons de nos outils. Ça, c'est une question aussi vieille que l'humanité. C'est possible d'avoir une IA à la sénégalaise? C'est possible? Il n'y a pas d'IA à la sénégalaise. Parce il y a une intelligence artificielle qui est utilisée par des Sénégalais qui est développée par des Sénégalais. C'est pas possible. Par exemple, il y a la question des valeurs qui est importante parce que chaque culture, chaque pays a ses valeurs. Si on n'a pas l'IA à la sénégalaise, nos enfants, nos petits frères peuvent être culturellement, socialement, même religieusement induits en erreur par l'IA. Est-ce qu'il est possible d'avoir un stylo à la sénégalaise? Non. Non, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Pourquoi le stylo? Pour moi, l'IA, c'est comme un stylo, c'est un outil. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Pourquoi vous utilisez ça? Comment vous utilisez ça? C'est ça le problème. Mais un stylo, on apprend à écrire. L'IA, on apprend à l'utiliser. Mais on pose des questions directes. Tout le monde vous pose des questions directes. Exactement. Et répond. Oui. Par exemple, si on prend un sujet qui politiquement même pose la question de l'homosexualité, par exemple. Oui. Vous posez une question à l'IA, elle ne va pas voilà. Non, elle va vous dire que l'homosexualité c'est magnifique, normal, que c'est truc, etc. Exactement. Oui, mais ça, c'est le contenu. C'est pas l'outil. C'est le contenu. Et ce contenu-là, on ne le contrôle pas. Vous voyez, si nous voulons que nos valeurs, que nos idées soient transmises, il faut que nos idées, que nous développions maintenant, que nous utilisions les outils qui existent pour transmettre nos valeurs, nos idées. Est-ce qu'il y a une littérature sénégalaise suffisante pour servir à entraîner l'IA? Oui. Vous voyez, ça va jouer. Est-ce que nous avons des entreprises qui mettent en ligne des outils? Ça va jouer. Donc, c'est là, en fait, qu'il est extrêmement important que les décideurs investissent dans les universités sénégalaises. Ouais. Si des choses sont développées du début à la fin dans les universités sénégalaises, il n'y a aucune université sénégalaise qui va développer une IA qui va dire certaines choses qui ne correspondent pas à nos valeurs parce que ce n'est pas ses valeurs. Donc, il suffit juste... La Chine fait la même chose. Oui. Donc, la Chine, quand vous allez en Chine, c'est un écosystème.
Ils ont leurs outils, ils ont l'équivalent de Facebook, ils ont l'équivalent de Twitter, etc. Et TikTok. TikTok, c'est eux qui l'ont créé. Exactement. De toute manière. Donc, vous voyez bien que c'est quelque chose il est important pour le coup qu'on investisse dans la recherche chez nous et pas ailleurs. Et qu'on ne prenne pas, qu'on n'ait pas justement la paresse de dire que de toute manière, les autres développent, nous, on utilise. Donc, nous aussi, on doit développer. Il y a des gens qui développent. Il y a eu, il y a quelques années, les étudiants de l'ESP qui sont allés faire un concours international et ils ont été premiers en face de Stanford, de toutes les grandes universités américaines. Ça, on a régulièrement des étudiants qui vont dans des concours internationaux et qui gagnent. Donc, ça veut dire que la matière grise est là, la compétence est là, l'écosystème n'est pas encore là, on doit y travailler. Dans le domaine de l'emploi, avec un pays comme le Sénégal, est-ce que les employés doivent avoir peur de l'IA? On dit que ça va détruire certains emplois et peut-être ça a commencé. Ça va détruire beaucoup d'emplois, ça va créer aussi des emplois. Puisque vous parliez des réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui créent des entreprises sur les réseaux sociaux en ce moment. Vous regardez bon, j'ai pas TikTok personnellement, mais je sais que beaucoup de personnes vendent sur TikTok. Je sais que beaucoup de personnes vendent sur Facebook, etc. Donc ça veut dire que il y aura des emplois qui seront perdus et souvent des emplois qualifiés d'ailleurs. Oui. Donc c'est des gens comme vous et moi qui risquent de perdre leur emploi. Et il y aura également des emplois qui vont être créés. Maintenant, le politique, quand il définit une politique économique, doit tenir compte de ça. De l'IA. De l'IA. Aujourd'hui. De ce qui va se passer, avoir une approche prospective de ce qui va se passer dans les 10, 15, 20 pour ans. Pour les élèves et étudiants qui vont venir sur le marché de l'emploi. Les étudiants qui vont venir sur les marchés de l'emploi, mais également pour là où il faut investir pour la formation, là où il faut investir pour l'emploi et tout ça, parce que par exemple, développeur informatique, de plus en plus, on a ChatGPT peut vous créer un site web. Excel, infographe, etc. photo. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être moins nécessaires, mais il y a d'autres choses qui vont être nécessaires. C'est une révolution. C'est une révolution, oui. C'est une révolution. C'est une révolution. Et en fait, justement, le fait que vous me posiez les questions que vous me posez prouve que c'est une révolution. Oui. Parce que une révolution scientifique ou technologique, c'est quelque chose qui change le monde. Si vous vous souvenez, si vous remontez à l'histoire, par exemple, Gutenberg, l'imprimerie, ça a changé le monde parce que ça a mis, par exemple, la Bible à la disposition de tout le monde. Oui. Donc, ça veut dire que on n'avait plus une classe qui était la seule qui pouvait dire ce que Dieu disait. On a, chaque fois qu'il y a la machine à vapeur, ça a été une révolution. L'électricité, ça a été une révolution. Les révolutions viennent avec de la déréliction. Par exemple, quand il y a eu la machine à vapeur, il y a eu des gens qui détruisaient des machines à vapeur qui détruisaient les usines parce que les usines prenaient leur emploi. Donc, on les appelle les Luddites. En Angleterre, il y a eu un mouvement très fort de gens qui venaient détruire des usines, tout ce qui était mécanisé, parce que ça prenait des emplois. Vous voyez, bien sûr, ça n'a pas arrêté le progrès. De la même manière, quand nous parlons de l'intelligence artificielle, que nous en ayons peur ou pas, ça va continuer. Ça va changer le monde. La question est qu'est-ce que nous en faisons? Donc ça, est-ce que nous influons sur ça? Et est-ce que nous laissons des hommes d'affaires libertariens être les seuls qui développent? D'où le problème de la réglementation. D'où le problème non seulement de la pas tant de la réglementation. Oui, il faut de la réglementation, mais surtout de l'investissement. Oui. Parce que quoi qu'on dise, des entreprises comme Google, comme Facebook, mettent beaucoup d'argent. Oui. Notre État met beaucoup d'argent. Le Sénégal met pas mal d'argent dans l'université, quoi qu'on dise, mais peut-être qu'on doit en mettre plus. Si vous prenez la fac de sciences de l'UQAD, son budget, c'est 1 milliard.
Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, ça, il faut mettre beaucoup plus d'argent pour que les gens puissent travailler et produire des choses. Il faut mettre en place les synergies entre les universités et les entreprises. Stanford a très bien fait ça. l'UCAD doit pouvoir le faire aussi. Donc, on doit travailler sur ces choses. Oui, parce que ce qui fait tilt au Sénégal, c'est une peur irrationnelle. On a peur, mais on ne sait pas de quoi on a peur. Surtout pour les grandes personnes, il y a une rupture numérique, mais on a peur, mais on ne sait pas de quoi on a peur. Et c'est la pire des peurs. Ça, c'est malheureusement très dangereux et malheureusement, souvent même nos étudiants les meilleurs sont conditionnés à avoir peur. Ils n'ont pas l'impression que le monde leur appartient. Vous prenez un étudiant américain, aussi médiocre qu'il soit, le simple fait qu'il soit admis à Stanford, bon, personne n'est admis à Stanford en étant médiocre, mais still. Mais s'il est admis à Stanford, il va avoir l'impression que le monde lui appartient et qu'il va changer le monde. Les étudiants sénégalais, malheureusement, personne ne leur dit qu'ils vont changer le pays ou qu'ils vont changer le monde. Pourtant, tout ce qui se passe dans ce pays, c'est des anciens étudiants qui l'ont fait. Donc, vous, moi, les personnes qui travaillent ici, tout le monde, on est des anciens étudiants, c'est nous qui changeons ce pays, c'est nous qui faisons de ce pays ce qu'il est. Mais quand nous étions étudiants, personne ne nous a dit que c'est nous, notre responsabilité à nous, c'est de changer le pays, c'est d'en faire autre chose. Ça, c'est une manière de penser qu'il faut changer. Ce sont les Américains qui le font. Oui, il faut qu'on y travaille. Ils le font. Nous, on a un discours très défaitiste. Tu n'iras nulle part. Oui, tu n'iras nulle part. Donc ça, c'est un problème parce que l'intelligence artificielle, par exemple, vous prenez DeepSeek. Oui. Il y a eu ChatGPT qui dominait tout. DeepSeek vient avec les Chinois. En ayant des puces qui n'étaient pas aussi bonnes que les puces de ChatGPT. DeepSeek a quand même réussi à dépasser ChatGPT. Donc ça veut dire que c'est d'abord de la créativité avant que d'être une question de moyens. Vous voyez. Et quand vous venez à Dakar, vous voyez Dakar. Que ce soit notre manière de nous habiller, notre manière de vivre, la musique, etc. Il y a une créativité extraordinaire. Mais quand les gens vont à l'école, on bride cette créativité-là. Et en fait, c'est cette créativité-là qu'il faut libérer parce que c'est ce dont nous avons besoin. Nous sommes un pays pauvre. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas être ambitieux et de ne pas être créatif. Et ça, il faut qu'on le soit aussi sur le plan scientifique. Et là encore, c'est vraiment le système scolaire, le système universitaire lui-même qu'il faut réformer pour aller plus dans ce sens-là. Si on est préparé, il y a la question des données personnelles qui se pose. Nous étions nus, mais avec l'IA, tout le monde a peur. D'autant plus que Meta nous a averti que maintenant, IA est sur Facebook, Instagram, etc. Et effacez vos données, l'IA arrive. C'est comme une invasion qui se préparait. Voilà. C'est vers 2009, je pense, quand j'étais en France, que j'ai vu apparaître. J'étais obsédé par le fait qu'il ne fallait pas de photos de moi en ligne. Et puis, j'ai vu des photos de moi en ligne. Et je me suis dit, bon, ça, c'est pas la bonne stratégie. Il faut que je mette mes photos en ligne. Comme ça, les photos qui sortent ne vont pas être des photos que je n'ai pas choisies. Ouais. Et depuis que je suis beaucoup sur Internet, et mon principe est que je ne fais jamais rien anonymement. Et je ne dis jamais rien que je ne peux pas assumer. Donc, que ce soit en message privé ou en public, quand je dis quelque chose, c'est parce que je pense que je peux l'assumer. Il m'est arrivé de faire des erreurs. Je suis un être humain, mais j'essaie de toujours dire et écrire des choses que je peux assumer personnellement. Je pense que c'est un impératif éthique. Et je pense également que c'est quelque chose d'important dans l'ère à laquelle nous vivons. Il y a des gens qui deviennent célèbres et après, on sort des choses qu'ils avaient faites il y a 10, 15, 20 ans. Et c'est des choses... Donc, il faut faire attention, très attention aujourd'hui. Il faut... Parce qu'aujourd'hui, il y a l'application IA qui est là sous forme de cercle. Exactement. Sur Facebook et qui est là en te disant « demande-moi ».
Oui. Pose-moi des questions. Pose-moi des questions. Et tout ce que tu fais est enregistré dans tous les cas, je pense. Ouais. Mais c'est aussi une nouvelle manière de vivre. Donc, je pense que les jeunes générations vont avoir moins de problèmes que nous pour naviguer ça parce que c'est leur monde. En tout cas, ils y sont. Je ne sais pas, les parents, peut-être pas, mais ils y sont. En tout cas, Docteur Adiba, merci beaucoup pour cet échange. Merci de l'invitation. Merci à toute l'équipe de Dakar Podcast, comme d'habitude, professionnelle. Suivez, likez, commentez, partagez. C'était BL Podcast. À bientôt.